Et à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui chez Garoé de reprendre après une période estivale où on a essayé de se reposer nos webinaires Comment avance le monde. Alors aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons in situ, comme on dit dans les conclusions en droit, Samira Agem. Samira Agem, elle est déléguée générale de la Fondation Proman. Alors, je suis sûre que pour la plupart des gens qui sont connectés, on n'a pas besoin de présenter Proman. Probablement que pour une autre partie, on n'a pas besoin non plus de présenter Samira. Ceci dit, la tradition, quand on commence ce webinaire, qui sera un podcast aussi, m'a-t-on dit, prochainement. Moi, ce que j'aime, c'est présenter, c'est que les invités se présentent. Parce que ce qui est intéressant, au-delà du sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le cas de la Fondation Proman, c'est aussi les personnalités qui les portent. Et donc, Samira, si tu es d'accord, tu pourrais nous faire peut-être un petit rappel de ton histoire personnelle, de ce qui t'a amené, de ta formation, de ce qui t'a amené à ce poste qui est central au sein d'une fondation et de la Fondation Proman, qui est une entreprise centrale dans notre belle région PACA, mais aussi au niveau national, voire même international, puisque c'est quand même un des leaders de l'intérim. Samira, je t'écoute. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, Delphine, je voulais te remercier pour cette belle invitation. Remercier aussi Anaïs qui est dans les coulisses et qui a organisé ce webinaire. Donc, moi, je suis ravie d'être là pour vous présenter un petit peu ma mission dans le cadre de Proman. En fait, mon parcours, il est très simple. Alors, peut-être que nous avons des personnes du monde juridique qui nous écoutent. Je suis juriste de formation, spécialisée en droit des affaires internationales. Et après avoir travaillé dans le domaine juridique, j'ai pris un virage, j'ai pris un tournant. Je me suis tournée vers l'économie sociale et solidaire, avec cette envie, cette force aussi, puisque je suis une femme de réseau et de contact, de créer des ponts, des passerelles entre, on va dire, entre différentes sphères de la société, pour qu'ensemble, nous puissions aussi changer les lignes, dépasser les frontières, parce que je suis profondément convaincue que chacun, à son petit niveau, peut transformer les choses. Et c'est vrai que ce qui jalonne aussi mon parcours, c'est que je suis une femme d'engagement. Et tout au long de ma carrière professionnelle, donc j'ai monté un certain nombre d'actions qui tournent autour du social, de l'environnemental. Et c'est vrai qu'en 2017, j'ai voulu rejoindre Proman, donc une entreprise spécialisée, on va dire, dans le travail temporaire et dans les ressources humaines, qui est quatrième acteur européen, premier français, un groupe indépendant, 100% familial. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur de diriger avec Roland Gomez, qui est le président de cette fondation, l'honneur de diriger cette fondation qui tourne autour de deux axes, la jeunesse vulnérable et la protection donc, de l'environnement. Et j'espère vous en parler plus en détail tout au long donc, de cet échange convivial. Merci beaucoup, Samira, pour cette présentation. Au sein de ce webinaire, on a l'habitude d'aborder des thèmes qui, en fait, sont autour un peu de l'engagement. C'est un mot que tu as prononcé là, qui est en fait le ciment de notre webinaire, puisque on s'est fait fi de recevoir des personnalités engagées et qui le font sous diverses manières. On aborde tout un tas de sujets, notamment des questions relatives à la RSE, qui est à la fois devenue un terme suremployé probablement, beaucoup utilisé dans des contextes différents. On sait que la Fondation Proman, d'ailleurs, si je me souviens bien, ton parcours initial chez Proman, c'était vraiment dédié à la RSE et qu'après, tu as glissé vers la Fondation, sauf si je me trompe. Et donc, ma question est la suivante. Quelle est la différence pour les gens qui nous regardent? Parce que quelle est la différence? Est-ce qu'il y en a une entre une politique de responsabilité sociétale et environnementale, donc une RSE dans une entreprise, et un engagement qui découle peut-être plus du mécénat dans le cadre d'une fondation? Comment on l'articule? Est-ce que c'est deux missions à côté?
Et probablement, comment chez Proman, vous avez à la fois mené ces politiques RSE et puis cette fondation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai la double casquette. Je suis à la fois responsable de la politique RSE du groupe, mais aussi la déléguée générale de la Fondation Proman. Et depuis plusieurs années, en fait, déjà, Proman, qui était tourné vers l'humain, a eu à cœur de s'engager dans une démarche volontaire de responsabilité sociétale. Et quelques années après, puisque moi j'ai rejoint le groupe en 2017, en 2019, l'entreprise a voulu renforcer sa démarche RSE en créant la fondation. Et en fait, la fondation, on peut dire que c'est le couteau suisse de Proman. C'est un outil de la RSE qui fait partie intégrante de notre démarche RSE. Il n'y a pas de séparation. La Fondation Proman est au service de la politique RSE de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on a voulu aussi, dans le cadre de cette fondation, au-delà des soutiens financiers qu'elle peut apporter dans les deux domaines que j'ai évoqués, la jeunesse vulnérable et la protection de l'environnement, c'était d'impliquer aussi nos collaborateurs dans le cadre du mécénat de compétences. C'est-à-dire que lorsqu'on soutient une association d'intérêt général, ces associations sont parrainées par un collaborateur ou deux collaborateurs, voire plus, de l'entreprise pour participer à l'action que nous allons financer. Et c'est un petit peu la particularité. Donc, nos collaborateurs sont en quelque sorte les ambassadeurs de notre fondation. Et à mes côtés, la font vivre, parce que je trouve que ce qui est formidable, puisque cette fondation, c'est un peu l'expression de la réussite de la famille Gomez, puisqu'elle est issue des capitaux familiaux de l'entreprise. Et nous, en tant qu'entreprise citoyenne, notre responsabilité, c'est d'aller au-delà du simple profit. C'est pour ça qu'on a eu aussi cette volonté d'impliquer nos collaborateurs dans la mise en œuvre d'actions solidaires ou environnementales. Très bien, oui, tu l'as répété à plusieurs reprises et je crois que c'est très frappant dans ce cas-là, c'est la notion de famille, d'investissement. Tu as parlé aussi de la responsabilité de cette famille qui, ayant réussi dans le secteur qui était le leur, se sont sentis en responsabilité vis-à-vis de la société qui les entourait et donc ont mis d'abord cette RSE en place et puis se sont dit finalement la fondation, c'est probablement le meilleur outil pour développer et faire en sorte que les thèmes qui nous sont chers et qui nous tiennent à cœur prospèrent. Les RSE, c'est un outil RH extraordinaire. On a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans le cadre de ces webinaires. Mais moi, je sais qu'une fondation d'entreprise, même si c'est beaucoup moins réglementé, strict que, par exemple, des fondations reconnues d'utilité publique, ça reste quand même un outil qui nécessite une organisation, nécessite une gouvernance spécifique, nécessite aussi probablement une organisation en interne pour bien faire en sorte de faire vivre cette fondation. Et donc, tu as déjà évoqué un peu le sujet, mais je pense que ce qui serait aussi intéressant pour les gens qui s'intéressent à ce type de structure, c'est de connaître votre organisation. Je sais que certaines de fondations ont des comités de sélection des projets dans lesquels ils font intervenir certaines personnalités. Parfois même, il y en a qui ont des comités à thème. Il y a des conseils d'administration qui sont parfois composés de telle sorte que ça trouve un écho aussi dans la conduite de la politique de la fondation. Et donc, chez Proman, comment vous avez construit votre stratégie? Alors, tout simplement, on peut un peu comparer une fondation d'entreprise au fonctionnement d'une association. Donc, il y a un conseil d'administration avec un président, Roland Gomez, son fils secrétaire général, et aussi des personnalités qualifiées qui composent ce conseil d'administration et deux collaborateurs. Donc, les deux personnes qualifiées sont issues du monde économique. Pour ne pas les citer, c'est Philippe Corsia, qui est le président de l'UPE 13, et un autre dirigeant qui est Denis Bogade, qui dirige l'entreprise L'Authentique, et deux collaborateurs de l'entreprise, à la fois la directrice marketing, qui est Camille Jankowski, mais aussi une salariée qui est adjointe de direction, qui est Manuela de Keukeler. Et donc, c'est le conseil d'administration qui décide un petit peu d'examiner les dossiers qui lui sont présentés par deux canaux, soit par une association directement, et auquel cas il y a un dossier qui est rempli,
et qui est examiné par cette commission, un dossier très simple, répondant aux axes de la Fondation, avec cette mission d'intérêt général, un dossier aussi, une association qui monte un projet qui a un impact aussi sur plusieurs territoires, qui va répondre aux 2 axes de la Fondation, à la jeunesse vulnérable, la protection donc, de l'environnement. Et ensuite, une décision donc, collégiale qui est prise pour décider de l'attribution d'un montant qui varie, qui est soit de 5 000 euros et qui peut aller jusqu'à 30 000 euros. Donc, on a souhaité une organisation très simple, parce que comme vous le savez aujourd'hui, les fondations et même les associations que nous soutenons ont aujourd'hui des difficultés financières. Et donc, c'était important pour nous d'avoir cette réactivité dans la décision pour apporter un petit peu notre pierre à l'édifice et de répondre à des besoins là où il y a des manquements. Et donc, dans la palette des projets que l'on soutient, si on doit parler de la jeunesse vulnérable, donc dans le cadre de la jeunesse vulnérable, on soutient soit des projets qui tournent autour de l'emploi, de l'éducation, de l'orientation scolaire, ou des projets qui vont tourner aussi vers l'accès à la culture aussi, l'accès aux loisirs, et troisièmement, l'accès à la santé. Et donc, si je dois donner des exemples concernant ces projets, on soutient par exemple Sport dans la ville, des décrocheurs scolaires, 2000 personnes partout en France qui parfois ont des difficultés à se scolariser. Et là, il y a un accompagnement qui est mis en place. Et donc, nous, on va veiller à ce que ces personnes puissent bénéficier d'un accompagnement qui va tourner autour de la formation et de l'emploi. Et ensuite, nos agents peuvent intervenir pour proposer des opportunités d'emploi. Mes questions, j'allais dire, est-ce que vous avez réussi à faire le lien avec notre réseau d'agences? Toujours, ce qui est important aussi pour nous, c'est de toujours créer un lien entre l'association et notre réseau d'agences, les collaborateurs, pour qu'il y ait cette plus-value. Donc, comme vous le savez, Proman a pour mission d'offrir un emploi, donc cette mission noble à toute personne. Et donc, c'est vrai que si on peut aider et à proposer à la fois de la formation et de l'emploi, c'est des choses qui rentrent dans le cœur de notre métier et que l'on fait avec beaucoup de professionnalisme. C'est vrai que je salue aussi les équipes qui s'engagent au quotidien. C'est vrai que nous, on monte les projets, mais les équipes sont là pour alimenter, pour faire vivre nos projets. Donc ça, c'était la partie, on va dire, jeunesse vulnérable, avec aussi, par exemple, comme autre projet que l'on soutient, chaque année, on offre des vacances scolaires à des familles modestes. Dernièrement, à l'occasion de la rentrée scolaire, on a financé des kits scolaires à Marseille, à Manosque et à Paris. Donc, ça fait plus de 4 ans qu'on soutient la voix de l'enfant et on a offert plus de 600 kits scolaires. Donc, ça aussi, c'est une action qui tient beaucoup à cœur à la famille Gomez. On finance aussi dans les hôpitaux l'intervention de clowns avec le rire médecin. On a aussi financé aussi avec l'Institut Marie Curie un espace de jeu pour les enfants malades pour qu'ils se détendent. On a aussi financé la Philharmonie de Paris pour offrir des concerts et aussi des instruments de musique à des enfants qui avaient aussi envie de s'orienter vers la musique classique. Donc, beaucoup d'actions dans ce domaine. Et c'est vrai qu'on en est fiers aussi aujourd'hui, après, on va dire, presque 4 ans d'activité. Et dans le domaine environnemental, on soutient aussi Pur Océan. Donc, chaque année, on fait les 48 heures de la goutte bleue. Partout en France et en Europe, nos collaborateurs collectent des déchets. Et on propose aussi, dans le domaine aussi plus éducatif, des expositions pour sensibiliser nos partenaires, nos clients, nos collaborateurs, des jeunes, à l'importance, on va dire, de la cause environnementale sur la gestion donc, des déchets. Et cette année, on va un petit peu innover, on va faire une exposition immersive à Manosque avec la collecte de déchets de tous nos collaborateurs et partenaires. Et donc, ça s'appelle 360 degrés pour sensibiliser aussi nos clients, nos intérimaires à la protection donc, de l'environnement avec des casques virtuels. Ils vont être plongés et découvrir comme ça, en direct,
l'océan pour arriver aussi à les toucher et de dire qu'aujourd'hui, ce sont des gestes simples, éco-citoyens qui vont changer le monde de demain. Je sais que le thème de cette webinaire, c'est comment évolue le monde et comment le faire évoluer. Eh bien, nous, c'est Proman, c'est des actes concrets, c'est des gestes quotidiens qui font que, avec des gouttes d'eau, on peut faire aussi beaucoup de choses sur les gouttes d'eau qui font, on va dire, qui peuvent aussi arriver un peu comme le petit colibri à faire changer aussi le monde. Et c'est vrai que ça, on est très fiers de toutes les actions qu'on mène avec nos équipes et nos partenaires, parce que la vraie RSE, c'est embarquer le maximum de personnes. La vraie RSE, c'est ça, c'est embarquer tout notre écosystème, toutes nos parties prenantes. Après, c'est vrai que c'est un peu un terme, on va dire, un peu galvaudé, mais en tout cas, nous, chez Proman, la RSE, c'est vraiment quelque chose de concret. On est au-delà du verbiage. Et on a des réussites parce que 13 tonnes de déchets collectés. Là, notre ambition, c'est 30 tonnes. On a aussi planté des arbres l'année dernière, 3720 arbres, à la fois en Loire-Atlantique, mais aussi en Normandie. Et on va la poursuivre avec Mini Big Forest. Donc, vraiment des actions d'ampleur qui associent aussi le monde éducatif, aussi les associations. Donc, tout ça rassemblé pour servir l'intérêt général, puisque le thème, c'est l'intérêt général. Oui, j'engage vraiment les gens qui ne le font pas encore à suivre sur LinkedIn la Fondation Proman, parce que c'est assez impressionnant le nombre d'actualités et d'actions qui sont mises en avant. J'ai le sentiment qu'il y en a quasiment une, voire deux par semaine. C'est franchement bravo, parce que c'est difficile de faire vivre et de rythmer ce type de structure. C'est pas simple, parce qu'entre l'ambition et l'exécution, il y a beaucoup de travail. Donc vraiment bravo là-dessus. Je vous invite vraiment à aller voir les travaux formidables qui sont soutenus par cette fondation. Alors, on va parler un petit peu de chiffres. Il y en a un que tu as cité rapidement en disant que vos dotations, c'était entre 5 et ça pouvait aller jusqu'à 30 000 euros. Depuis que la Fondation Proman existe, c'est-à-dire depuis 2019, si ma mémoire est bonne, ça représente, si tu peux nous le communiquer, un budget de combien? Alors, je ne parle pas du budget de fonctionnement, hein, je parle des dotations. Oui. Alors, je ne comptabilise pas la partie mécénat de compétences, parce qu'on serait beaucoup plus, les montants sont beaucoup plus élevés. Donc là, aujourd'hui, on est à 450 000 euros. Oui, ce qui est quand même une très belle somme. Si tu ne comptes pas le mécénat de compétences, parce que le mécénat de compétences, j'imagine à quel point… je pense que ça serait pratiquement… Parce que vu le nombre de collaborateurs dans cette entreprise, et surtout, ce qui fait une des particularités de Proman, je pense, c'est qu'il y a une représentation géographique énorme. C'est-à-dire qu'il y a des agences partout. 400 agences, voilà, donc, 500, voire 900 partout dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. Donc, il y a aussi cette proximité territoriale qui est une chance, je pense, pour la poursuite de la fondation, enfin, des objectifs de la fondation, parce qu'il y a cette proximité en fait naturelle qui doit aider au fait de refaire remonter des problématiques de terrain, quoi, beaucoup plus peut-être que dans d'autres activités. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de te poser la question, est-ce que vous avez, depuis le début, on a bien compris que la Fondation Proman était en fait le bras armé. Tu as parlé de couteau suisse, je vais parler de bras armé de la politique RSE du groupe. Et donc, est-ce que vous avez travaillé sur des indicateurs? Est-ce que vous avez réussi à faire émerger l'impact de cette politique menée par la Fondation dans le cadre de la RSE sur vos collaborateurs, peut-être aussi sur un marché, puisque c'est quand même, c'est une société qui n'est pas une philanthrope, hein, comme toutes les sociétés, elle est sur un marché concurrentiel sur lequel elle est peut-être leader en France, mais elle n'est quand même pas seule. Donc, est-ce que ça a été cette politique aussi, une arme de ressources humaines? J'imagine qu'on a déjà la réponse, mais est-ce que c'est aussi un outil pour, puisqu'on peut en parler après tout, hein, un outil au service du développement commercial et économique du groupe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, la Fondation, c'est vraiment une structure locomotive. Parce qu'aujourd'hui, grâce à nous, on va dire à toutes les actions qu'on a menées à la fois dans le cadre de notre démarche RSE, on peut dire aujourd'hui qu'un salarié sur deux s'implique dans nos actions.
Donc, c'est 50%. C'est énorme. Voilà. Donc, il y a combien de salariés chez Proman à peu près? Chez Proman, on est au moins 4000 salariés là, déjà en France, et après, le reste du monde. Oui. Et c'est vrai que demain, notre ambition, c'est de monter au moins à 70, voire 80%, et pourquoi pas 100%. Mais il ne faut pas non plus se leurrer. Mais c'est vrai qu'après 4-5 ans d'existence, on est un salarié sur 2. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que tu parlais d'impact territorial. C'est vrai que la fondation, elle est là pour répondre là où un besoin n'est pas couvert. Et c'est vrai qu'il y a un projet que nous, on a monté pour illustrer un petit peu mes propos, qui s'appelle les entreprises du cœur. On a travaillé avec la commissaire en charge de la stratégie pauvreté dans la région PACA, et il a émergé un projet qui s'appelle les entreprises du cœur, qui a été porté par M. Gomez, qui a réussi à fédérer à la fois les politiques et les entreprises pour accompagner partout, enfin on va dire partout dans la région, plus de 1000 enfants, et de leur ouvrir le champ des possibles, à la fois dans le domaine de l'éducation, en mettant en place du parrainage. Voilà, j'avais posé la question. Et donc, on a lancé cette action sous l'égide du maire de Manosque, qui est Camille Galtier, qui est aussi moteur dans sa ville, pour accompagner donc ce projet, avec le conseil aussi départemental, Mireille Bareil, qui a aussi voulu aussi s'impliquer donc dans ce projet. L'État aussi, donc le préfet à l'égalité des chances. Et c'est vrai que grâce à ce projet, on a créé avec une association qui est venue aussi dans le territoire. On a fait venir une association qui s'appelle Parrain par 1000, dont le cœur de métier est de mettre en place du mentorat pour proposer à des enfants qui sont issus de familles modestes ou des enfants qui n'ont pas de parents, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement professionnel par un collaborateur. Et nous, grâce à cette action, on a 3 collaborateurs qui se sont mobilisés pour accueillir, recevoir des enfants, leur proposer des sorties aussi, leur apporter aussi un soutien scolaire. Et c'est vrai que on n'est pas dans le champ d'activité de l'entreprise, hein, on ne propose pas d'emploi, mais on va bien au-delà. Et c'est la mission aujourd'hui de toute entreprise. Quand même. On favorise l'insertion, mais là, dans ce projet, ce sont des enfants, donc ce sont peut-être les futurs, on va dire, intérimaires de demain, ou les futurs collaborateurs de Proman. Et c'est vrai que tout ça, cela se tient aussi, parce que aujourd'hui, tu parlais là donc de business. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, on va dire, elles ont à cœur aussi d'avoir une bonne image pour attirer aussi des marchés. Et c'est vrai que nous, dans nos appels d'offres, nos clients nous challengent et nous demandent comment on s'implique dans un territoire, quelles actions, on va dire, sociétales on met en place avec le tissu associatif, avec nos collaborateurs, avec aussi les ONG. Donc, c'est aussi une manière aussi de nous challenger, de nous remettre en question, mais c'est aussi une manière aussi de gagner aussi des labels. Donc nous, aujourd'hui, on est labellisé IRSE engagé par l'AFNOR. On a été reconnu aussi par le Pacte mondial, puisqu'on est impliqué aussi dans le cadre Pacte mondial, aussi dans une action qui a été reconnue, qui s'appelle le Proman Diversité. Donc aujourd'hui, on peut dire que grâce à nos clients, grâce aussi au label, on se remet en question, et c'est aussi des axes de progrès. Et c'est vrai que la RSE aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui change, qui chamboule aussi. C'est aussi, je ne dirais pas, ce sont des actions qui nous poussent à agir, à nous transformer, à nous transcender aussi. Et c'est vrai que quand vous arrivez à fédérer à la fois des collaborateurs, les dirigeants, mais aussi nos clients, des associations pour servir des causes comme la jeunesse vulnérable ou la protection de l'environnement, je trouve que ça donne aussi une bonne image de l'entreprise, une fierté aussi, avec cette envie aussi d'embarquer tout le monde avec nous. Oui, mais en tout cas, en t'écoutant, on a tous envie de venir travailler à tes côtés pour poursuivre ces objectifs, parce que l'engagement, c'est bien de le dire, c'est bien d'en parler, mais de constater que ça existe, c'est toujours extrêmement satisfaisant. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si on est encore dans les temps ou pas. Oui, on a encore un peu de temps. Après, ce que j'aimerais peut-être qu'on évoque un peu rapidement, parce que probablement que certaines des personnes qui sont connectées
n'ont pas les détails. Est-ce que tu pourrais nous rappeler techniquement, puisque tu es juriste, quelles sont les caractéristiques de la fondation d'entreprise, hein, quelles sont les conditions pour pouvoir en constituer une, quelles sont les contraintes réglementaires peut-être qui existent, si tu es d'accord de nous faire un petit mémo rapide sur cette question et expliquer peut-être rapidement de la manière la plus simple possible comment on crée une fondation d'entreprise quand on est une entreprise comme Proman et qu'on a l'idée et le projet et qu'à un moment, il faut se mettre sur le bureau et commencer à travailler. Alors, donc une fondation d'entreprise, d'abord, c'est une fondation d'entreprise avec des capitaux 100% familiaux. Donc, il y a des règles, bien sûr. Donc, il y a des statuts qui ont été créés. Donc, on a travaillé avec un cabinet juridique qui nous accompagne dans tous nos projets pour créer cette fondation. La fondation, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a été... il y a un décret qui reconnaît aussi l'existence de la fondation. Il y a aussi des éléments juridiques, puisqu'on dépend de la préfecture, puisqu'elle a été créée, le siège social est dans le 04. Il y a un contrôle de la préfecture, donc il faut transmettre chaque année. D'abord, il y a un conseil d'administration qui se réunit 2 fois par an pour valider donc les actions. Et à l'issue de ça, chaque année, on doit transmettre un certain nombre de documents à la préfecture, le rapport d'activité, et le rapport aussi financier. Il y a aussi un commissaire aux comptes qui valide aussi les comptes. Et tous ces éléments sont envoyés à la préfecture qui vérifie l'ensemble de ces documents et qui atteste de la conformité de l'existence donc de la structure, puisqu'il faut aussi qu'il y ait une vie aussi associative, donc ce qui implique aussi, comme je vous l'ai indiqué précédemment, que chaque année, donc le conseil d'administration se réunit 2 fois par an et aussi acte les projets que nous allons mener tout au long donc, de l'année. Donc, c'est très simple, mais c'est vrai que le fait d'avoir une fondation d'entreprise a aussi ses contraintes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir de fonds publics ou de fonds donc, de collaborateurs, mais ça c'est lié au régime juridique, mais c'est le choix aussi de la famille d'avoir une fondation d'entreprise avec des capitaux qui sont 100% familiaux. Et sauf à ma part, mais il y a aussi un minimum de dotation à remettre à la fondation pour qu'elle puisse avoir cette qualité. C'est sur 5 ans. C'est 150 000 euros. C'est ça, 150 000 euros sur un plan pluriannuel de 5 ans. Vous l'avez largement explosé. Vous l'avez largement explosé, ce minimum. Est-ce qu'initialement, c'était... il y avait une idée, il y avait j'imagine que oui, mais je pose quand même la question, un budget en se disant, bon, ben, on affecte 150, 200, et puis les choses venant, finalement, ou c'est comme ça, un petit peu En fait, ça s'est fait naturellement. On a été accompagnés, hein, comme je le disais précédemment. Donc, on a mis une liste de départ. Mais on savait que c'est parce qu'on voulait un petit peu tester, on va dire, le fonctionnement de la fondation. On ne savait pas si ça allait marcher aussi. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que cette fondation, elle est reconnue, elle a été quand même inaugurée par la ministre à l'époque en charge de l'insertion, Brigitte Lickert, en 2021. Donc, elle est reconnue par les institutionnels, elle est reconnue aussi par nos collaborateurs. On a tous les jours des demandes. On ne peut pas répondre, hélas, à toutes les demandes des associations, mais en tout cas, on a à cœur, dès lors qu'une association nous sollicite, de répondre à la demande. Après, c'est vrai que dans les critères de choix aussi, c'est qu'on veut aussi que tous les territoires soient représentés, par souci aussi d'équité. C'est vrai que la fondation, elle est implantée dans le sud et c'est vrai qu'on a beaucoup, et parfois on est un peu frustré parce qu'on ne peut pas aussi aider toutes les associations. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une représentativité régionale et de soutenir aussi des projets innovants pour que la fondation aussi rayonne autour des 2 axes qui sont la jeunesse vulnérable et la protection de l'environnement. Et c'est combien de dossiers traités par an? Tu as une petite idée? C'est une vingtaine. Qui sont financés, mais l'entrant? C'est au moins on a au moins une cinquantaine, voire une soixantaine de sollicitations. Voilà, c'est ça. Donc, il y a quand même un gros travail. Il y a un gros travail de présélection qui est fait
Alors déjà, le fait d'avoir 2 axes politiques assez clairs, ça permet, j'imagine, d'élaguer. Et après, il y a une autre question que je voulais te poser. C'est territoire national ou on peut imaginer Proman soutenir une action à l'étranger? On l'a déjà fait. D'accord. Donc demain, dans les projets de la Fondation, c'est véritablement, parce que aujourd'hui, la Fondation, ce qu'on souhaite, c'est être reconnu comme un acteur incontournable de la philanthropie en France, mais aussi à l'étranger. Mais on a commencé à le faire. Par exemple, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre au Maroc, on a soutenu des kits, des projets de première nécessité. Bon, après, on est présent aussi dans les départements donc, de l'outre-mer aussi. On a financé aussi Mayotte et aussi la Réunion pour des repas alimentaires parce que les enfants n'avaient pas les moyens de manger correctement. On finance aussi dans un hôpital grâce à une association qui est portée par l'un de nos salariés qui s'appelle Mon Petit Loup, des ateliers d'écriture et aussi un axe aussi qui est sur les violences faites aux enfants aussi. Et demain, ce que je souhaiterais, c'est que l'on puisse peut-être lancer un concours et challenger notre réseau à l'international pour qu'ils puissent nous présenter des projets et on offrira donc des dotations. Mais c'est vrai que ça, c'est une idée que l'on a et peut-être que demain, ce projet-là pourra rayonner à l'international pour que tout notre réseau puisse participer à ce concours. Mais d'ores et déjà, tout à l'heure je l'ai évoqué, tous nos collaborateurs en Europe déjà participent à l'opération de la Goutte Bleue qui aura lieu le 19 septembre prochain. Ah oui, donc déjà, les collaborateurs sont impliqués. Et dans ces cas-là, pardon, je ne sais pas, parce que ça sera probablement peut-être mon avant-dernière ou dernière question, parce que généralement, on prendra toujours un petit moment pour les questions s'il y en a dans notre salle virtuelle. Comment tu leur… Enfin, je veux dire, les collaborateurs, là, c'est très pratique, c'est la question que je vais te poser. Hein. Vous l'organisez comment vis-à-vis de leur temps de travail? C'est-à-dire que c'est du volontariat, c'est pris sur leur temps de travail Proman, quand ils vont faire le ramassage de déchets, c'est le week-end. Enfin, je suis désolée de poser une question très pratique comme ça, mais je pense que c'est des questions que les gens doivent se poser. Comment c'est organisé? Alors, très simplement, c'est vrai qu'on n'a pas de journée solidaire, contrairement à d'autres entreprises. Oui. Mais, comme vous le savez, la RSE, c'est en dehors du temps de travail. Oui. Hein. Ce n'est pas de 8h à 17h, ça peut être en dehors des heures de travail. Par exemple, lorsqu'on finance les journées solidaires avec notamment le secours populaire et qu'on va apporter notre aide pour encadrer ces journées, c'est le week-end. Donc, nos collaborateurs prennent du temps et ils ne vont pas récupérer pour autant. Ça peut être aussi entre midi et 2, notamment pour l'opération La Goutte Bleue. Ça peut être aussi pendant les heures de travail, par exemple, on soutient le Proman Intégrasport, où là, on finance des olympiades sportives, donc ça se passe la journée, donc les collaborateurs sont mobilisés durant leur temps de travail. Donc, c'est très variable, c'est très variable. Et dans ces cas-là, c'est l'organisation du groupe au sens plus général, c'est des directions régionales? Ce sont des directions régionales. D'accord. En fait, on a des directions régionales et on a des secteurs. D'accord. Et dans chaque direction régionale peut avoir son rôle à jouer actif, doit l'avoir, j'imagine, dans la conduite de la politique de la Fondation. Pour impulser. En fait, on a 11 secteurs qui sont dirigés par des responsables de secteur, lesquels sont chapeautés par des directions opérationnelles. Et c'est vrai que pour moi, ma clé d'entrée, c'est le directeur opérationnel, c'est le responsable de secteur qui va diffuser l'information. Chaque année, voire 2 fois par an, je participe à des réunions de rentrée au cours desquelles je présente un petit peu les actions de la Fondation, mais aussi les actions RSE. Et c'est à cette occasion que j'essaye d'embarquer les collaborateurs. Et quand les actions se passent bien, donc je fais aussi témoigner nos collaborateurs pour donner l'envie aussi à d'autres de le faire. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais on a aussi des collaborateurs qui nous présentent des associations. Et c'est vrai que c'est aussi un canal donc, pour nous qui nous permet aussi de soutenir des projets qui sont proposés et parrainés par nos collaborateurs. Très bien. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans d'autres groupes avec plus de salariés, c'est extrêmement… Enfin, ce que j'observe, c'est que c'est extrêmement difficile
justement de fédérer les collaborateurs. On se rend compte souvent que ça reste logé au top management. On va avoir la direction régionale et puis peut-être ces très proches collaborateurs qui vont être investis. Mais si on descend dans la hiérarchie de l'entreprise, on voit qu'en fait, les collaborateurs qui ne sont pas au siège local, par exemple, sont pas forcément au courant qu'il existe des politiques. Et vous, là, 4000, ça commence à être sérieux quand même, comme salarié. Vous faites comment pour justement… est-ce que c'est… je comprends que la direction régionale est déterminante, ça c'est vrai, mais est-ce que la dame la dame ou le monsieur qui fait l'accueil dans une agence Proman se sent autant investi et est-ce que vous avez ce sentiment d'une perméabilité de l'action sociétale jusqu'à peut-être la dame qui vient faire le ménage tous les soirs ou le monsieur le matin dans les agences? Est-ce que vous êtes en capacité de le mesurer ou est-ce que c'est un objectif peut-être pas encore atteint? Alors, le mesurer aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, la RSE, il faut une volonté, une sensibilité. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi s'appuyer, il faut d'abord une volonté de la direction, une volonté aussi des managers de s'impliquer et après d'essaimer et de déployer et d'irriguer l'ensemble des collaborateurs. Et c'est vrai que la goutte bleue, c'est tout le siège social, les services qui y participent. Donc, ça va de l'assistant au comptable, aux responsables, on va dire, de la communication. Donc, on touche en fait toutes les fonctions. Et pour en revenir, par exemple, à l'action qu'on a financée aussi avec le Secours populaire, les journées des oubliés vacances, on a des chargés d'accueil qui y participent aussi. Donc, en fait, c'est ouvert. Et après, chaque collaborateur, en fonction de sa sensibilité, décide d'y participer ou pas. Et la communication interne, vous faites comment? C'est comme ça que je voulais. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un réseau aussi, on va dire, on communique beaucoup. On a un réseau qui communique avec notre service de communication via les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur Facebook, sur LinkedIn aussi. En interne, il y a aussi une newsletter qui est diffusée. On s'appuie à les causeries aussi auprès de nos intérimaires. Et là, on leur diffuse toutes les actions que nous portons. Et c'est vrai qu'on lance. Ça, c'est intéressant parce qu'on fait aussi des vidéos. On fait aussi des vidéos dans les parties prenantes, mais c'est vrai que les intérimaires sont une partie prenante. Tout à fait, ils sont sensibilisés. Oui, bien sûr. Dans la goutte bleue, les intérimaires sont associés aussi. Et ils y participent. Ah, ça, c'est sympa. Donc, on fait des affiches aussi pour que on organise aussi, mais ça, c'est plutôt dans le domaine de la politique, plutôt RSE et pas forcément de la fondation, le Proman Culture Tour. C'est-à-dire qu'on offre des places à tous nos intérimaires. Et là encore, on a des chargés d'accueil qui participent à cette opération. Donc vraiment, c'est pas quelque chose de simple, de facile, qui se décrète du jour au lendemain. Ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut entretenir, qu'il faut faire vivre au quotidien. Mais surtout s'appuyer aussi sur les bonnes personnes qui vont transmettre et qui vont être aussi le porte-voix du message que l'on veut aussi véhiculer. Et puis, il y a 5 ans, peut-être qu'on avait peut-être 20% de collaborateurs qui participaient. Et 5 ans après, en déployant de l'énergie, en s'appuyant aussi sur mon équipe, puisque je ne suis pas seule aussi à travailler, en s'appuyant aussi sur la direction, les managers aussi, les directeurs opérationnels, les responsables de secteur, on arrive aussi à mobiliser le plus grand nombre de personnes. Bon, super. Voilà, on me dit qu'il est bientôt temps qu'on clôture. J'ai mon petit post-it. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se laisse prendre par le temps tellement c'est intéressant. En tout cas, mille merci Samira parce que c'était super et je pense que tu as vraiment… on a compris quand même qu'au-delà des fondateurs, les gens qui font vivre au quotidien ce type d'initiatives sont déterminantes et tu fais partie de ceux qui la font vivre. Donc, tu peux être fier de ce qui a été fait pendant ces 5 années. Traditionnellement, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Il nous reste en théorie 5 minutes sur le temps réglementaire.
Moi, je vais en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui sont connectés. Si vous avez d'autres questions, parce que là, vous êtes timide, vous n'osez pas vous exprimer sur le chat, vous pourrez le faire via le compte de Garoé sur LinkedIn. Samira, mille merci. Merci à toi. Vraiment, c'était super. On a passé un très bon moment qui est passé très vite. Le prochain webinaire, écoutez, je n'ai pas de date à vous communiquer, mais il y en aura un au mois d'octobre, c'est sûr, avec un invité mystère et surprise pour l'instant. Mais restez connectés. Merci Samira. Restez connectés parce que vous aurez probablement toutes ces informations dans les semaines qui suivent. Merci à tous. Pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné, bon appétit. Et pour ceux qui ont déjà déjeuné, eh bien, bon courage pour cet après-midi. Au revoir. Au revoir.